Fin du suspense, Ariane 6 ne décollera pas avant fin 2023. Le lanceur européen totalement coiffé et assemblé, ça c'était la bonne nouvelle de la semaine, et bien devra attendre le dernier trimestre 2023 pour effectuer son tout premier vol. Et ça c'est la mauvaise nouvelle, a été annoncée et dévoilée par Joseph Aschbaur, DG de l'Agence spatiale européenne, ce mercredi lors d'une conférence de presse, alors même que la partie haute d'Ariane 6 destinée aux essais combinés a rejoint le lanceur sur son pas de tir au port spatial européen de Kourou. Le lanceur est donc désormais prêt pour les opérations de raccordement électrique avec le pas de tir, validant du même coup l'enchaînement des opérations de montage. Fin du suspense donc pour la date de lancement, mais il reste quand même une question. Alors qu'Ariane 5 doit effectuer son tout dernier vol au plus tard au deuxième trimestre 2023 et qu'Ariane 6 est repoussée à la fin de l'année, quel lanceur va pouvoir répondre aux besoins des opérateurs? On n'a pas tout à fait la réponse pour le moment, surtout que le backup russe Soyouz n'est plus envisageable aujourd'hui. C'est un risque de voir les opérateurs européens se tourner davantage vers le marché américain. Autre actualité, retour réussi pour l'astronaute européenne Samantha Cristoforetti. La mission Crew 4, ou Minerva pour le nom de la mission du côté européen, s'est terminée dans la nuit du 14 au 15 octobre avec 170 jours passés dans l'espace. La capsule Crew Dragon Freedom qui avait embarqué les 4 astronautes en avril dernier s'est détachée de la station spatiale internationale le 14 octobre à 16h précisément, 16h05 pour amérir 4h50 plus tard au large de la Floride, freinée par ses 4 parachutes. Alors Samantha Cristoforetti, tout comme ses 3 compagnons de voyage américains, était visiblement en pleine forme, un large sourire au visage après la récupération en mer de la capsule Freedom. Comme tous les astronautes européens, la prochaine étape après un séjour à bord de l'ISS, c'est de rejoindre ses quartiers au sein du laboratoire de recherche enviable au centre aérospatial allemand. Elle va pouvoir se réadapter à la pesanteur terrestre, évidemment, durant quelques semaines sous l'œil des équipes médicales du Centre européen des astronautes. Autre actualité, le radiotélescope Arecibo n'écoutera plus, malheureusement, l'univers. La nouvelle est tombée le 13 octobre dernier. Le deuxième plus grand radiotélescope au monde ne sera pas reconstruit. En 2020, on s'en rappelle, le radiotélescope avec son antenne de 305 mètres de large, s'était totalement effondré sur lui-même. Plusieurs raisons en code, notamment un problème d'entretien, mais aussi le poids de la structure assez impressionnant. 900 kilos d'instruments suspendus sur cette plateforme. Alors depuis, de nombreux scientifiques espéraient que le National Science Foundation finirait par construire de nouveau ce télescope pour qu'il soit utilisable à 100%, mais la NSF a décidé que le chantier de réparation était trop difficile et trop coûteux. Alors actuellement, il y a toujours des recherches scientifiques sur le site avec un laser au potassium qui étudie la température des couches dans l'atmosphère terrestre, ou encore d'autres projets de recherche comme ceux menés par le renommé professeur Abel Mendes sur les étoiles naines rouges et l'habitabilité des planètes qui les entourent. Dernière information à vous délivrer aujourd'hui, cet échec pour la start-up Toucan Space. La société qui envoie des objets dans l'espace ou dans la station spatiale internationale pour un service commercial avait choisi un lanceur finlandais pour honorer ses commandes. Mais voilà, le lanceur finnois a explosé en vol quelques secondes après son décollage. Un risque fréquent dans le secteur spatial, on le sait, mais qui n'a pas forcément les mêmes conséquences pour une start-up que pour une grande entreprise. Alors nous avons justement en ligne Louis de Gouillon-Matignon, fondateur de la société Toucan Space, qui envoie donc, on le rappelle, les cartes postales et les objets de votre choix pour qu'ils voyagent dans l'espace et que vous pouviez ensuite les récupérer ou les offrir. C'est l'heure du Call Actu. Louis de Gouillon, vous êtes en ligne avec nous. Parlez-nous de cette entreprise finnoise que vous aviez choisie et de ce malheureux accident.
Merci beaucoup, Cécilia. Je suis très heureux d'être avec vous. Oui, c'est vrai que c'est un moment un peu difficile pour la société Toucan Space, puisque nous étions à notre 6e vol spatial. Nous avons déjà réalisé 5 vols vers l'ISS, à chaque fois avec des lanceurs américains qui sont des lanceurs connus, SpaceX ou Antares et d'autres sociétés qui ensuite acheminent depuis le lanceur jusqu'à l'ISS. Là, nous étions un petit peu surpris, puisque pour notre 6e vol, nous avons fait appel à une société moins connue, une société britannique qui lance depuis l'Islande. Il s'avérait que ce vol était son premier lancement un peu sérieux, puisque le lanceur était un lanceur de quelques mètres de haut, de quelques dizaines de centimètres de large. L'objectif était d'atteindre une altitude de 150 km depuis l'Islande. Malheureusement, quelques secondes après le décollage de la fusée s'est abîmée dans la mer de Norvège, a explosé à une altitude d'une cinquantaine ou une centaine de mètres. Et c'est vrai que pour Toucan Space, c'est une perte difficile, puisque nous avions à bord de cette fusée différents objets qui appartenaient à des particuliers et qui avaient espéré que cette mission se passe nominalement. Donc sur le plan du droit, nous sommes protégés, puisque le droit de l'espace, encore pour certaines opérations de lancement, garantit certaines clauses de non-responsabilité et de protection lorsqu'il y a des actifs qui sont envoyés dans l'espace et qui sont des actifs de haute valeur. En général, on se dédouane auprès de nos clients de telle manière à ce que s'il y a un risque, nous ne soyons pas attaqués. Mais c'est vrai que d'un point de vue de la crédibilité de l'entreprise et d'un point de vue des opérations spatiales en général, c'est un coup dur. Nous espérons que les prochains lancements qui auront lieu d'ici quelques semaines depuis Spaceport America, et puis il y aura ensuite notre 8e lancement qui aura lieu depuis les États-Unis pour partir vers l'ISS à bord d'une fusée SpaceX, se passeront mieux. Alors vous l'avez dit, vous m'avez corrigé finalement, parce que ce n'est pas une société finlandaise du tout, c'est une société britannique qui lançait en Islande. Quel est le nom de cette société? Pourquoi vous l'aviez choisi? Pourquoi vous n'étiez plus tourné vers des lanceurs américains? Alors la société s'appelle Skylark, c'est une société qui existe depuis quelques années et qui, comme vous le savez très bien, se positionne sur le marché dit des micro-lanceurs. C'est-à-dire l'objectif, c'est de fabriquer de petites fusées qui soient facilement utilisables et facilement déployables pour pouvoir avoir accès rapidement à l'orbite. Cette société offrait, comme beaucoup de sociétés dans le cadre de leur premier vol, des prix ultra attractifs. C'est-à-dire que nous sommes passés sur des prix qui étaient 10 fois, 20 fois moindres que vers l'ISS, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu prendre ce risque, en sachant bien évidemment que les opérations n'était pas sûre de se passer au mieux, et le choix que nous avons fait est un choix assumé. Aujourd'hui, c'était notre 6e vol, c'est un échec, mais nous allons continuer. Et cette société va elle-même aussi continuer à développer son lanceur. Cette société, donc Skyrora, va développer son lanceur Skylark, et je pense qu'ils ont prévu un vol pour 2025. Ce sera la prochaine date de leur prochain lancement. Donc c'est vrai que c'est une compétition difficile. Il est possible que vous y retourniez d'ici 2025 éventuellement. Louis de Gouillon-Matignon, est-ce que financièrement, votre entreprise peut encaisser le choc quand un incident comme celui-là arrive? Alors oui, parce que comme je vous l'expliquais, d'un point de vue du droit, nous on se protège, et c'est d'ailleurs ce que fait aussi des grandes entreprises, ce que font aussi des entreprises comme SpaceX, des entreprises comme Ariane ou d'autres types de lanceurs. Lorsque vous accédez à un lancement spatial, on parle en droit d'un contrat aléatoire. En fait, ce n'est pas un contrat de délivrance ni un contrat de transport dans l'espace, c'est vraiment un contrat d'envoi d'objets dans l'espace et d'envoi de satellites. En général, nous, ce sont des petites charges utiles qui transitent sur l'ISS puis qui reviennent sur Terre. Donc il y a vraiment toujours beaucoup de risques sur les lanceurs. Je vous rappelle que récemment, il y a quelques mois, il y a un lanceur qui s'appelle Vega, qui est un lanceur italien, maintenant européen, qui part depuis Kourou, qui avait à son bord une mission scientifique, Taranis, qui avait été vraiment travaillé depuis de longues années, qui allait étudier certains phénomènes liés aux orages et aux éclairs. Cette mission a été un échec aussi, puisque le lanceur Vega s'est abîmé dans le cadre de son vol. Il faut se rappeler que l'industrie aérospatiale est une industrie difficile, il y a beaucoup de risques. Et depuis peu de temps, avec SpaceX, on est habitué à ce qu'il y ait des choses vraiment spectaculaires, des lancements qui se passent parfaitement, les atterrissages des premiers étages de ces différents lanceurs, mais il faut se rappeler qu'il y a du risque dans l'industrie aérospatiale. Et là, encore une fois, avec cette société anglaise, cette société britannique Skyrora et Toucan Space, on en a été la preuve. Merci beaucoup, Louis de Gouillon-Matignon, d'avoir pris le temps de réagir à votre actualité cette semaine. Merci. On enchaîne tout de suite avec le Space Talk sur Bismart.